Donc c'est un article qu'on a coécrit avec Serge Bahuché il y a quelques années. Et l'objectif était un peu de clarifier cette notion de pygmée et d'essayer de bien définir en fait de quoi on parle quand on parle de pygmée et qui sont aussi les autres populations en Afrique centrale. Parce qu'on croit que les choses sont plutôt dichotomiques en Afrique centrale, dans la zone d'Afrique forestière. Il y aurait donc des populations pygmées, qui sont des chasseurs-cueilleurs vivant dans le domaine forestier, et les autres, qui sont des populations, les populations qui auraient d'autres types de moyens de subsistance. Voilà, à peu près 150 groupes différents en Afrique centrale. Et ces pygmées, finalement, on a un petit peu du mal à pouvoir définir qu'est-ce qu'on appelle exactement pygmée. Donc vous verrez que je vais amener peut-être plus de confusion finalement que de réponse à cette question. Donc quand on parle de pygmées, la première chose qu'on vous dit, c'est vrai qu'ils sont petits. Les pygmées sont connus pour être des personnes de très petite taille. Les explorateurs occidentaux, quand ils sont arrivés en Afrique forestière, sont tombés sur ces populations qui avaient des modes de vie un peu différents, qui étaient de petite taille, et ils ont créé cette catégorie un peu fourre-tout, pygmée, qui veut dire en fait haut d'une coudée, ou comme ça, en étymologie grecque. Mais en fait, dans la réalité, les pygmées regroupent une diversité de groupes culturels qui vivent dispersés dans l'ensemble des pays d'Afrique centrale et qui ne se connaissent même pas entre eux, en fait. Il n'y a pas une langue pygmée, mais il y a des langues pygmées qui ne sont pas forcément intercompréhensibles, qui ne sont pas intercompréhensibles entre les différents groupes. Donc pas une seule langue, mais des diversités de langues. Ce qui pose aussi des questions quand on entend souvent parler de bantou en opposition de pygmée. Mais bantou en fait est une appellation qui n'est pas très propice parce que bantou fait référence à une catégorie linguistique. Donc ce sont des gens, des locuteurs de langue bantou, mais en fait il y a des groupes pygmées qui parlent des langues bantou. Le critère linguistique devient quelque chose de difficile pour discerner les pygmées des autres, vu que beaucoup de groupes pygmées parlent des langues bantoues. L'habitat, on considère que les pygmées vivent tous dans des huttes au fin fond de la forêt. Or, il existe dans différents groupes culturels, effectivement des populations qui construisent des huttes, mais toute une partie d'autres populations qui ont un habitat similaire aux maisons carrées qu'on connaît un peu partout en Afrique centrale sur les bords des routes. Donc là encore, est-ce que le mode d'habiter est vraiment un outil pour permettre de définir qui sont les pygmées? C'est loin d'être clair. Les activités économiques. Alors là, on s'attaque à un gros morceau parce que les pygmées sont connus pour être des chasseurs-cueilleurs. Mais en fait, il existe aussi en Afrique centrale des populations qui ne sont pas pygmées et dont l'économie de subsistance est essentiellement basée aussi sur la chasse. Mais pourtant, ces populations ne sont pas catégorisées comme étant pygmées. Et donc finalement, la question qui se pose, c'est pourquoi on a fait ce groupe, quelles sont les caractéristiques communes? Et parmi les caractéristiques communes de l'ensemble de ces populations, Suzanne Furnis en donnera des éléments par rapport à certains traits culturels, mais en fait ce sont aussi des populations qui subissent partout où elles sont une importante marginalisation. Ce sont des gens qui sont extrêmement discriminés et qui, partout où on est, ils sont reconnus comme ne faisant pas partie, comme étant différents des autres groupes ethniques avec qui ils vivent. Donc ça, c'est une caractéristique vraiment très frappante et commune à toutes ces populations. La notion de peuple autochtone pour caractériser les pygmées, c'est un outil aujourd'hui politique qui est très utilisé par les populations pour avoir une voix en fait sur la scène internationale et aussi pour pouvoir défendre leurs droits, parce que ce sont quand même des gens qui sont spoliés de tous leurs droits de base, leurs droits de citoyens, ils n'en ont presque pas.
Mais cette catégorie autochtone, elle pose un peu des questions, parce que la catégorie autochtone, c'est la capacité à l'autodétermination, c'est aussi une question de primo-installation. Aujourd'hui, en Afrique centrale, il n'est pas du tout évident que les populations pygmées sont les premiers habitants là où ils sont. Malgré les discours génériques qu'il y a en Afrique centrale, on dira souvent les pygmées, les premiers habitants du Cameroun, les premiers habitants du Congo. Ce n'est pas prouvé scientifiquement que ce sont les premiers qui étaient là, et surtout c'est une image qui est utilisée par les populations voisines pour, qui les dénigre en fait. Parce que ces populations qui sont qui seraient les primo-habitants seraient l'image de nous tels que nous étions avant, à la préhistoire, avant d'avoir évolué. Ce caractère de premier habitant ne confère pas, tel qu'il est utilisé par beaucoup de populations voisines, ne confère pas une antériorité qui ouvrirait à des droits, mais au contraire est là pour stigmatiser et marquer une différence dans l'échelle de développement et de civilité. Aujourd'hui, cette problématique autochtone, elle est particulièrement importante et il y a beaucoup de débats autour. Notamment, là, je lisais hier au Cameroun, la nouvelle loi de décentralisation qui est en train d'être adoptée définit que seuls les autochtones pourront être élus localement dans les mairies. Donc c'est une loi qui est en cours d'adoption. Mais il ne viendrait à personne à l'esprit au Cameroun que ça puisse être par exemple un pygmée qui se présente ou qui soit élu à la mairie. Aujourd'hui, une partie des populations, des individus, des groupes pygmées, parce que finalement on continue à utiliser ce mot, il est frappé d'opprobre dans certains milieux, on n'a plus le droit de dire pygmée. Au Congo par exemple, depuis 2011, il y a une loi qui interdit d'utiliser le terme pygmée, sous peine d'amende pour injure. Dans certaines sphères d'ONG, le mot pygmée est également banni au profit de peuples semi-nomades, au Cameroun les 4 B pour Bakola, Bagéli, Bézan et Baka. Mais il reste encore des personnes qui l'utilisent, soit parce que c'est pratique, comme personnellement je le fais, soit aussi parce que ça donne une certaine visibilité à l'international. Et donc il y a des représentants d'ONG pygmées qui souhaitent maintenir ce vocable, parce que personne ne connaît les Baka, personne ne connaît les Bangando, les Bagéli. Par contre, pygmée, c'est connu d'un point de vue international. Donc c'est un outil politique qui est aujourd'hui très utilisé par certaines catégories d'individus pour défendre les droits. Mais cette autochtonie est aujourd'hui complètement niée par les États qui ne veulent pas reconnaître ce caractère autochtone à ces populations dans leur pays. Tu peux nous donner une idée sur leur nombre? Alors, leur nombre... Le nombre, oui, enfin... Le nombre de... Donc on avait dit 300 000 à peu près, oui, à l'échelle de l'Afrique centrale, sauf que la difficulté, c'est d'où vient ce chiffre. Oui. En regardant au Cameroun, qui est le pays que je connais le mieux, le chiffre qui est toujours prononcé, c'est 40 000 ou 50 000 Baka. Et en fait, quand on cherche d'où vient ce chiffre, c'est un chiffre qui sort d'une publication de 1965, et c'est toujours le même qui est cité dans toute la littérature, quelles que soient les années. Donc, en fait, on a une très mauvaise visibilité sur ces populations, parce qu'il n'y a pas d'état civil, parce qu'on ne les recense pas, parce que... Voilà.